Donc bonsoir et puis bienvenue sur ce nouvel épisode de Cyril Malkas en divan. Aujourd'hui, en fin de compte, ça c'est une question qui m'a été posée par plusieurs auditeurs, par plusieurs personnes, parce que c'est pas seulement que des auditeurs qui m'ont demandé d'en parler. C'est la personnalité évitante, ou plutôt un peu certaines personnes qu'on appelle un peu à tort d'ailleurs, parce que c'est autre chose, mais les personnalités abandonniques, c'est-à-dire les personnes qui ont une tendance à se retirer, à se mettre à l'écart, excusez-moi, à se mettre à l'écart de différentes choses et qui disparaissent un petit peu, vraiment qui se protègent, qui se surprotègent. Donc la personnalité évitante, c'est le sujet donc de aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'écrivain qui s'appelait J.D. Salinger. Il est maintenant décédé, si je me souviens bien. En 1950 ou 51, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Catcher in the Rye. En français, il s'appelle L'attrape-cœur. Ça a été un gros succès dans les années 50. Il a d'ailleurs eu tellement de succès qu'il a été interdit aux États-Unis, en tout cas à partir des années 60 jusqu'à, je crois, au début des années 80. Il parle donc d'un garçon qui se fait virer de différentes écoles privées et puis qui a beaucoup d'angoisse, qui a de gros problèmes psychologiques et qui finit par se faire interner volontairement. Enfin bref, le sujet du livre n'importe peu. Ce qui importe, c'est que ce livre s'est vendu à 65 millions d'exemplaires. Il se vend toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, à plus de 250 000 exemplaires par an. Moi qui ai écrit des bouquins, je peux vous annoncer que si mes bouquins se vendaient à 65 millions d'exemplaires, je serais très très content. Et donc, J.D. Salinger, quand il a eu ce succès avec ce fameux roman, donc on lui a demandé des interviews, on voulait en parler dans les journaux, etc. Et lui, il s'est totalement retiré de la vie. Il a disparu. Il n'a donné aucune interview, il n'en donnait pas du tout ou presque pas. Il a tout à fait disparu de la circulation, on ne l'a plus revu parler, il s'était renfermé avec sa femme, enfin bref, il avait tout évité, il n'existait plus. Et bien ça peut être un exemple de ce qu'on appelle la personnalité évitante. C'est une personne qui va éviter, même en ayant beaucoup de succès, qui va éviter des autres personnes, de parler, d'être en contact avec les autres. Alors, pour en donner une définition quand même un petit peu plus précise, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les signes qu'une personne est une personnalité évitante? Parce que on a tous quelque chose d'évitant en nous. Par exemple, moi, quand je vais faire les courses, je vais à un moment donné où il n'y a pas beaucoup de monde, où je ne suis pas obligé d'attendre de faire la queue de 3 plombes à la caisse, etc. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait dire « Ah, mais tu es donc une personnalité évitante parce que tu évites le contact avec les autres humains. » Non, je ne veux tout simplement pas perdre de temps dans un magasin. Donc, il y a pas mal de petits signes qui font que, sur certains points, parce qu'on veut tous préserver un petit peu notre intimité ou notre vie privée, on peut paraître évitant, dira-t-on, aux yeux de certaines autres personnes qui, eux ou elles, sont beaucoup plus sociables que nous, etc. Et donc, dans ce cas-là, on peut être jugé à tort comme personnalité évitante. Donc, pour éviter aussi, par exemple, les enfants, ils passent tous à travers une période, enfin pas tous, mais beaucoup, passent au travers d'une période où ils sont très timides, ils sont un peu en retrait, ils sont un petit peu... et là, ça ne veut pas dire que votre enfant est en train d'entrer et de devenir une personnalité évitante. Non. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus, dira-t-on, le garder sur cette touche, mais il n'y a aucune raison de penser que c'est devenu une personnalité évitante juste parce qu'il est un petit peu en retrait. De même façon, beaucoup de personnes peuvent avoir besoin ou envie d'un peu de silence ou d'un peu de solitude de temps à autre. Ça peut être un petit jardin secret, ça peut être un petit coin qu'on peut avoir pour nous, sans pour autant être une personnalité évitante. Donc, pour pouvoir vraiment savoir de quoi on parle, il y a tout simplement une description, et c'est celle que j'ai reprise, qui est dans le DSM-4, donc dans le dictionnaire de la psychiatrie américaine, US,
qui donc a les descriptions de divers symptômes, de divers syndromes et de divers problèmes psychologiques. Et c'est donc tout simplement cette définition que j'ai prise avec donc mes explications, parce que c'est pas toujours très clair ce qu'ils disent, pour qu'on puisse voir ensemble un petit peu de quoi on parle lorsqu'on parle de personnalité évitante. Alors, la personnalité évitante, elle va être sur plusieurs points. On va la voir de plusieurs angles. Et donc, le premier angle, c'est l'angle de l'identité. C'est-à-dire que c'est une personne qui a, d'après la définition, très peu d'estime de soi et qui a des sentiments excessifs de honte ou des sentiments excessifs d'être insuffisant, de ne pas tenir le coup, de ne pas... non seulement c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles, mais qui n'ont pas beaucoup d'estime d'elles-mêmes. Elles se considèrent en fin de compte comme quelque chose de pas très reluisant au fond d'elles-mêmes. Ce qui fait donc qu'on a ce résultat, ou ça a cet effet, que ces personnes sont hypersensibles à tout ce qui peut paraître un sentiment de rejet. Et le problème est que elles se sentent rejetées très très facilement. Il en faut peu, juste une petite réflexion mal placée, qui peut-être pour vous ne veut pas dire grand-chose, ou vous n'y avez pas pensé. Pof, pour cette personne, ça va être un rejet, ça va être on m'aime pas, elle m'aime pas, elle veut plus être avec moi, elle a honte d'être avec moi, elle a horreur de moi, je la dégoûte. Enfin bref, ça va tout de suite être une exagération, pourra-t-on dire, d'un mot, d'une attitude qui a été dite, faite, même sans y penser, et qui font que donc ces personnes se sentent très facilement rejetées, peu importe pour ce qui a été dit et ce qui a été fait. Sur le point de vue de l'autonomie, ça va être des personnes qui ne vont pas vouloir, enfin qui vont avoir du mal à poursuivre un but ou à prendre des risques. C'est-à-dire qu'un risque, pour elles, ça peut être tout simplement avoir un contact prolongé avec certaines personnes, ou ça peut être à devoir faire quelque chose auquel elles ne connaissent pas vraiment l'issue. Et donc rien que cette petite insécurité, ce petit doute, si on veut dire ça comme ça, peut tout simplement les faire se refermer. Comme elles voient un risque dans tout ce qui est contacts sociaux, donc le contact avec les autres, ces personnes vont donc préférer s'isoler, préférer être seules et peuvent paraître timides. Alors pas toutes, et elles ont cette différence des personnes qui sont timides, que même si en fin de compte elles sont en retrait, par exemple si vous avez une personne qui a ce syndrome et qui est par exemple il y a une réception, eh ben il ou elle va être peut-être dans un coin toute seule, ou alors parler avec 2 ou 3 personnes qu'elle connaît bien. Mais ça ne va pas être le genre de personne à aller de groupe en groupe et à parler facilement avec les autres. Et le truc, c'est que, en fin de compte, même si elle est toute seule dans un coin, ou même si elle parle seulement avec 1 ou 2 personnes, elle va se sentir bien avec ça. Je veux dire, elle ne va pas avoir le sentiment qu'elle devrait parler avec plus de personnes, et qu'elle ne le fait pas, donc, etc. Mais elle va avoir cette préférence, elle va avoir ce sentiment que, bon, elle est seulement avec 1 ou 2 personnes, ou elle est toute seule, et les choses vont bien. C'est une personne qui a beaucoup d'empathie envers les autres, bien entendu, mais aussi envers elle-même. Et ça veut dire qu'elle est très sensible à tout ce qui est émotions qui lui sont transmises ou retransmises par d'autres personnes, par ses pairs, ou même par ce qu'elle ressent. Ce qui fait que elle est toujours très inquiète d'être critiquée ou d'être victime de critiques d'une façon ou d'une autre, ou cible de critiques, de ne pas faire les choses bien, de faire les choses mal, ou de ne pas valoir le coup, de ne pas être à la hauteur. Ce qui fait donc que c'est une personne qui va être très critique envers elle-même. Mais excessivement beaucoup, si on peut dire ça comme ça, très très beaucoup. C'est-à-dire que c'est une personne qui va être hypersensible aux erreurs qu'elle fait elle-même et que les autres font bien entendu, ou que les autres peuvent relever d'elle. Et c'est donc pour cette raison qu'elle est très sensible, qu'elle est très perceptive pour tout ce qui pourrait paraître être une critique. Ensuite, il y a certains problèmes d'intimité.
C'est-à-dire que c'est une personne qui va être réticente à s'impliquer avec quelqu'un, dans un couple ou dans une relation, ou quelle qu'elle soit, que ce soit une relation intime ou que ce soit une relation avec des amis, mais elle va avoir du mal à s'impliquer dans une relation quelle qu'elle soit avant d'être sûre et certaine d'être aimée ou d'être appréciée. Donc, en fin de compte, elle ne veut pas risquer, c'est encore une fois ce problème de prendre des risques, parce que quand on entre dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amicale ou une relation intime, on est obligé de s'impliquer et de prendre certains risques. On se découvre, on s'ouvre et on se montre nu, si on veut dire ça comme ça. Et donc, si on a cette réticence, ce problème, cette peur de pouvoir se montrer nu psychologiquement, et ben ça fait que cette personne va montrer certaines timidités et va éviter autant que possible les contacts trop rapprochés et évite donc également un petit peu les contacts physiques. Ce ne sont pas des personnes très physiques, ce sont des personnes qui vont garder leur distance. Quand ils vont vous donner la main, par exemple, ça va être rapide, ça va pas être un contact prolongé, pas plus que extrêmement nécessaire. Ce sont des personnes donc qui, justement, puisqu'ils ont une réticence à s'impliquer, puisqu'ils ont ces problèmes, eh ben, ils vont donc éviter les différentes activités sociales, ils vont éviter les différents contacts, justement pour éviter de prendre des coups ou pour éviter certains problèmes. Et donc, cela mène à une critique, encore une fois, très forte et très facile envers elle-même, et donc elle ne va pas faire facilement confiance aux autres et à son entourage. Ça va être une personne qui va toujours être un petit peu... garder une certaine distance. Donc, encore une fois, on évite l'intimité, on évite les relations trop proches, on évite les relations romantiques ou sexuelles, et il y a donc... Justement parce que cette personne ne peut pas, a du mal à prendre ce risque et à s'impliquer dans certaines choses, il y a un certain genre de ce qu'on appelle l'anédonie. C'est un manque de jouissance des expériences de la vie, ou c'est, disons, des problèmes à se laisser aller, à se lâcher un petit peu et à se faire plaisir, à être heureux, etc. Il y a une certaine peur, une certaine distance par rapport à tout, et donc également au plaisir. On n'a pas l'un sans l'autre. C'est un fait que si, comme dans la musique de Pink Floyd, The Wall, si on bâtit un mur autour de soi pour se protéger des choses négatives, eh ben ce mur empêche également les choses positives d'entrer. Je veux dire, on n'a pas l'un sans l'autre. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Donc, lorsque on évite l'intimité, on se met en retrait, etc., ça fait donc qu'on ne peut pas vraiment jouir des choses de la vie et de tout ce que la vie peut nous apporter. Et de cette façon, on tourne un petit peu en rond dans certaines choses, dans certaines pensées, ce qui fait qu'on est très critique envers soi-même et envers tous les côtés négatifs et les problèmes que l'on peut avoir. Ils prennent assez rapidement, ils peuvent prendre une certaine taille, une certaine importance. Enfin, il y a un côté d'anxiété, des angoisses, des sentiments intenses, de nervosité, de panique, lorsqu'il y a des situations sociales qui peuvent être un petit peu trop chaudes ou un petit peu trop compliquées. Ce qui fait que cela peut mener à certains problèmes de fonctionnement, surtout dans le domaine professionnel, et surtout si on est dans une profession où on a besoin, où on est en contact avec beaucoup de personnes. Ça, c'est donc la définition type de la personnalité évitante. Alors, les raisons pour lesquelles certaines personnes deviennent comme ça, eh ben, mauvaise nouvelle, en fin de compte, on ne sait pas vraiment. Ça fait pas mal d'années qu'on est en train de faire des recherches là-dessus, et pour l'instant, il n'y a rien de vraiment très probant.
On ne retrouve pas ce genre de personnalité chez certaines couches de la population ou chez les personnes qui ont eu une certaine enfance ou un certain développement, etc. On a une tendance à penser que ce serait plutôt une combinaison de facteurs génétiques, sociaux et biologiques, comme beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que certaines personnes auraient une tendance à penser ou à se comporter de certaines façons, à utiliser ce système de défense, tout comme d'autres personnes utilisent d'autres systèmes de défense lorsqu'on est en difficulté. Étant enfant, certains deviennent violents, certains deviennent ceci ou cela pour se protéger. Et ben, ce serait une des façons de se protéger contre certaines choses qui peuvent nous arriver et qui pourraient, donc ce serait une tendance qu'on aurait biologiquement et qui fait qu'on aurait cette tendance à utiliser ce système de défense lorsqu'on arrive en difficulté. Donc le phénomène social arrive au moment où on est mis dans une situation où on a besoin de ce genre de système de défense qui pourrait donc déclencher la personnalité évitante. Mais pour l'instant, il n'y a rien, scientifiquement, il n'y a absolument rien de totalement précis sur ce genre enfin sur les raisons pour lesquelles certaines personnes développeraient la personnalité évitante. Alors, maintenant, sur pas mal de points, même si la personnalité évitante a certains problèmes, et sait bien qu'elle a certains problèmes, elle a quand même, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, aussi une certaine aise dans certains comportements. C'est-à-dire que le fait de se tenir à l'écart, ça ne la gêne pas. Le fait de partir seule en voyage, ça ne la gêne pas du tout non plus. La solitude, ça ne l'ennuie pas. Enfin bref, donc dans certaines situations, elle n'a pas de problème. Enfin, tout fonctionne relativement bien. Et si c'est une personne qui gère relativement bien les contacts sociaux, dans la plupart du temps, vous ne remarquerez pas que vous êtes, par exemple, en contact avec une personnalité évitante. C'est seulement à partir du moment où on commence à entrer dans l'intimité, où elle se rapprocher un peu beaucoup, que cela peut éventuellement paraître. Mais pas toujours, parce que si vous avez connu cette personne, par exemple, à un âge relativement jeune, ou ça fait longtemps que vous la connaissez, que vous vous êtes connu de petit à petit, et de petit à petit, vous êtes entrés plus longtemps en contact l'un avec l'autre, à son rythme à elle, en fin de compte, vous pouvez parfaitement ne rien remarquer. Mais, surtout dans la vie de couple, par exemple, ça peut poser problème d'être en couple avec une personnalité évitante parce que c'est une personne qui est très sensible, hypersensible même à certains points dans sa personnalité, ce qui fait que l'autre, celui qui n'est pas la personnalité évitante, peut très facilement se sentir accusé ou se sentir coupable d'avoir blessé l'autre, ou d'avoir été dur, ou d'avoir été ceci, ou d'avoir été cela. Et donc là, on peut soi-même avoir des doutes et se dire « Zut, est-ce que je suis vraiment comme ça ?» ou « Quel est le problème ?» Non. Le problème, ça n'est pas dans ce cas-là celui qui n'est pas la personnalité évitante, mais c'est l'autre. Et c'est là où il faut trouver, dira-t-on, certains principes, certaines choses à suivre pour que les choses se passent aussi bien que possible. Alors, une chose à laquelle il faut faire attention lorsque l'on est en contact ou lorsque l'on vit avec une personnalité évitante, c'est de faire attention à ce qui se passe parce que vous êtes un petit peu obligé d'être plus ou moins toujours attentif à ce que vous dites et à ce qui se passe autour de vous, surtout sur le domaine du conflit ou de ce qui peut paraître un conflit. Et attention, un conflit, c'est des fois très peu de choses. Ça peut être t'as pas encore oublié de fermer la porte après toi. Ça peut être suffisant. Donc faites attention à vos formulations et faites très attention parce que ces personnes se ferment très vite et commencent à s'autocritiquer. Et en fin de compte, vous perdez un petit peu le contact avec elle. Vous avez l'impression tout d'un coup d'être devant une porte blindée. Ce qui est important, ça va être de parler ensemble sur un ton aussi neutre et aussi agréable que possible pour trouver un terrain d'entente mutuelle. Il ou elle peut parfaitement comprendre qu'il y a certains points sur lesquels vous devez partager un espace vital et vous devez partager certaines choses. Et donc aussi avoir certaines interactions l'un avec l'autre. Donc trouver un terrain où vous pouvez vous entendre et où vous pouvez être d'accord sur ce qui se passe. Comme un domaine un peu neutre, par exemple le salon ou ce que vous voulez. Mais là où vous avez, quand on est là, on est dans notre espace mutuel l'un avec l'autre.
Donc trouver un terrain d'entente mutuelle, certaines règles ou certaines possibilités pour pouvoir voir jusqu'où l'un et l'autre peuvent aller et ce que l'un ou l'autre peut accepter. Lorsque ces personnes entrent en doute, parce que c'est l'une des émotions prépondérantes dans tout ça, à partir du moment où quelque chose est dit ou fait qui peut être pris comme une critique, ces personnes vont se refermer et puis vont commencer à douter de beaucoup de choses. Le doute est, en fin de compte, la pièce maîtresse de toute la personnalité ou d'une bonne partie de la personnalité, ce qui fait que ce doute va mener à l'angoisse ou peut mener à l'autocritique ou peut mener à beaucoup de choses. Donc, même si ce sentiment de doute a été enclenché par une broutille, par une petite chose, ne le minimisez surtout pas, parce que pour vous c'est peut-être un gravier, mais pour eux c'est une montagne. Donc, si vous lui dites un truc du genre « Oh, écoute, maintenant ça va, bon, secoue-toi un peu, c'est pas aussi grave que ça, etc. » Ça va leur rajouter encore plus de doutes, parce que ça va vraiment leur dire « Bon, voilà, en plus de ça, je suis même pas capable de gérer un petit problème, ou elle ne m'aime pas, ou... » Enfin bref. Et là, dans ce cas-là, ça va être la cata. Donc, ne minimisez pas leur sentiment de doute, bien au contraire, acceptez-le tel qu'il est. Alors, n'essayez pas de les faire changer en leur tenant des discours, de longs discours, en leur expliquant les choses. Déjà, d'un côté, ils savent qu'ils ont un problème, ils en sont conscients, ils le savent bien. Et ça n'est pas en leur parlant que vous allez pouvoir changer ça. Ça va être en les écoutant et en écoutant où sont leurs doutes, où sont leurs autocritiques, où sont leurs angoisses, où sont leurs soucis. C'est de cette façon que vous pourrez, et d'une part, trouver un terrain d'entente plus facilement, et puis d'autre part, éventuellement, savoir quoi faire, quoi dire, ou quoi écouter, ou enfin, de quelle façon les aider à se développer, les aider à avancer, même s'ils ont ce souci. Là, j'ai été un petit peu déconcentré parce que je peux voir qu'on vient de perdre la connexion. Ce sont des personnes qui n'aiment pas le conflit. C'est-à-dire que même les petites choses qui peuvent paraître des reproches, pour eux, ça va être un conflit. Et les conflits vont les faire fuir. Tout simplement, ils vont se refermer, paf, ils vont aller dans leur coin, et après, ça va être difficile de les ramener. Donc, à vous d'arranger un environnement avec aussi peu de conflits que possible. C'est vrai, c'est pas facile, mais par exemple, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à changer, amenez-le petit à petit, et comme suggestion, mais ne formulez rien de façon à ce que cela paraisse un conflit ou une critique. Ne formulez rien négativement. Formulez tout de façon à présenter un avantage d'un changement. Tu vois, si au lieu de faire ceci ou cela, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ceci ou cela? Ou j'aimerais bien que tu fasses ceci ou cela parce que ça serait vachement mieux pour toi, pour moi. Enfin bref, amenez ça comme un avantage, amenez ça comme quelque chose de positif et éventuellement amenez-le sur plusieurs fois. Pas obligé de tout dire d'un coup, justement pour éviter de leur parler trop et de leur tenir des discours. Donc amenez les choses petit à petit. Et donc, soyez attentifs à ce qu'ils vous disent, parce que le problème numéro 2 de ces personnes, c'est que, en fin de compte, ils ne disent pas tout ce qu'ils veulent dire, ou ils vont dire un mot, mais en pensent 5, et s'imaginent que parce que eux, ils ont dit ce mot-là, vous avez compris les 5 qu'ils veulent dire. Disons, ils ont, justement parce que eux, ils sont hypersensibles, et eux, ils comprennent 5 mots quand vous en dites un, et bien l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent vous avoir dit beaucoup plus que ce qu'ils vous ont dit en fin de compte. Donc, là, c'est à vous de développer, si on veut dire ça comme ça, des antennes pour comprendre à demi-mot, tout simplement, que quand il dit ça et ça, ou quand elle dit ceci ou cela, ça veut dire, en fin de compte, et alors là, vous avez tout un discours. Et donc, c'est un petit peu aussi pour ça que souvent, ils vont penser vous avoir dit quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Ils vont vous dire, mais si, je te l'ai dit il y a 15 jours, je t'ai dit, et puis ils vont vous dire quelque chose que vous ne reconnaissez pas. Pourquoi ? Parce que, justement, ils
ils vont vous avoir dit un ou deux mots, et pour eux, bon, ben, ils ont fait ou ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, alors que pour vous, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, dans la vie sociale, n'essayez pas de les obliger à sortir, ne les obligez pas à aller à des parties, à des fêtes, à des machins, à des trucs, mais tu vas voir, ça va te détendre, etc. Non, ça ne va pas les détendre. S'il y a une certaine obligation à participer à la vie sociale, pour une raison ou pour une autre, ils peuvent facilement paraître un peu gauche, un peu mal à leur place, etc. N'en ayez pas honte, restez à leur côté, soyez aux environs, parlez avec lui ou avec elle, de façon à ce qu'ils puissent avoir quelque chose de quoi se tenir. Mais surtout, n'en ayez pas honte ou ne commencez pas à lui dire « Oh, attends, arrête maintenant, comporte-toi bien, tiens, va parler avec les gens. » Enfin bref. Non, ils vont avoir un certain malaise par rapport à la vie sociale, et c'est comme ça, et il n'y a rien à y faire, en tout cas pas pour l'instant. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ils savent qu'ils sont différents, ils savent qu'ils ont certains soucis, qu'ils ont certaines différences, donc il n'y a aucune raison de leur rappeler à tout bout de champ, ils le savent parfaitement. Alors, oui, donc en règle générale, ils ont souvent l'impression d'être plus intimes avec une personne qu'ils ne le sont. Alors, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Est-ce qu'on peut changer ce genre de choses? Alors, la personnalité évitante en elle-même, toute seule, avec vous par exemple, ou en couple, etc., il peut y avoir un changement petit à petit, mais attendez-vous à ce que ça prenne très, très, très extrêmement longtemps. Et ce n'est pas sûr que ça fonctionne. Mais il y a possibilité petit à petit de le mener, ou de la mener, vers un psy qui pourra travailler avec lui ou avec elle sur ce point-là de la personnalité et mener à une amélioration très nette. Les résultats en thérapie cognitive sont généralement de bons à très bons. Donc, en règle générale, ça se traite relativement bien. Mais il y a quand même un ou deux mais. Le premier mais, c'est que le traitement est long. Même en thérapie cognitive, qui pourtant est un système de traitement relativement bref et court, parce que là où est le problème, c'est pas trop dans le système de la méthode, mais c'est que déjà il y a une très longue période où il ne se passe pas grand-chose parce que c'est le moment de la mise en confiance. Et avant qu'une personnalité évitante soit mise en confiance avec un psy, ça peut prendre pas mal de temps. Il va y avoir pas mal de dialogues, il va y avoir beaucoup de questions, il va y avoir beaucoup de parlottes, beaucoup de choses, de façon à ce que petit à petit, la personne qui entre en traitement peut commencer à avoir confiance à son psy. Ok, il ou elle peut me comprendre, le courant passe bien entre nous, ça a l'air de bien aller, les choses ont l'air de bien se développer, et donc la confiance avance petit à petit. Donc sur ce point-là, il y a une certaine longueur. Déjà rien que pour entrer dans le vif du sujet. Ensuite, lorsque l'on commence à entrer dans le vif du sujet, lorsqu'on commence à travailler certaines choses, eh ben, là, en tant que psy, on est obligé aussi d'y aller mollo. Enfin, il est hors de question de faire des séances très intenses où il faut réfléchir beaucoup, il faut faire beaucoup de choses, il faut changer beaucoup de choses, etc. Non. Là, il faut y aller un pas à la fois et petit à petit, avec un petit exercice et puis un autre, etc. Donc, le traitement, même en TCC, est relativement long. Plusieurs années comptées, hein. Mais il a de bons résultats. Et donc les techniques qui donnent les meilleurs résultats, bizarrement, ce sont les techniques cognitives. Encore une fois, parce qu'elles travaillent beaucoup, elles ne remettent pas la personne en question en elle-même, mais elles remettent en question la façon de penser, la façon d'agir, les choses que l'on peut changer, les choses qu'on peut améliorer, et puis on a ces petits exercices petit à petit. Et puis surtout, on est beaucoup dans le dialogue de réflexion. C'est-à-dire que si une personnalité évitante va dire que personne ne l'aime, par exemple,
eh ben, on va commencer à travailler, mais bon, tu as quand même bien eu un ami d'enfance, qui c'était, etc. Et puis petit à petit, on va parler ensemble et puis voir, bah, tiens, vous voyez, c'est pas tout à fait exact, vous avez cette personne qui vous aime bien, vous avez tel et tel qui vous aime bien, puisque tel et tel vous a fait ceci, c'est aussi quelque chose qui prouve qu'elle vous aime bien. Et donc petit à petit, on lui montre, on lui démontre que les choses ne sont pas telles qu'il le croit, et donc on gagne un peu de terrain à chaque fois. Mais ça prend du temps, aussi la thérapie en elle-même. Donc l'introduction à la thérapie prend du temps, et la thérapie en elle-même prend énormément de temps. Voilà, c'était le sujet de notre webinaire aujourd'hui, donc les personnalités évitantes. Si certains d'entre vous ont eu des problèmes de connexion, j'ai pu voir donc qu'on a eu 2 interruptions aujourd'hui. Vous pouvez revoir ce webinaire de toute façon en rediffusion autant que vous voulez. Si vous avez des questions, si vous avez envie que l'on parle d'un certain sujet, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr, et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Et puis dans l'entretemps, eh ben, je vous dis au revoir pour cette fois, et on se revoit d'ici une petite quinzaine de jours avec un autre sujet. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.